Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez le deuxième numéro de Ziana Best of Week, l'émission qui vous permet de profiter des meilleurs moments des contenus que nous avons diffusés cette semaine sur votre chaîne Ziana TV. L'inénarrable Bédel Baouna a encore fait mouche dans le dernier décryptage. Avec un flair de turfiste, il a recommandé François Fillon, le tocard des primaires de la droite, devenu le favori des urnes. Évoquant la proposition phare de Denis Sassou Nguesso à Marrakech dans le cadre de la COP 22 pour la mise en place d'un fonds bleu, Bédel Baouna ne s'est pas privé de commentaires et d'une analyse autant caustique. Aujourd'hui, c'est aussi des hommes et une femme qui jouent en fait tactiquement pour réussir cette élection. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait un portrait un peu des uns des autres? Parce qu'il y a des plus célèbres qu'on connaît, il y a d'autres un peu moins comme M. Poisson qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert là. Là récemment, oui, justement, oui, qui est un peu tendance extrémiste et qui flirte même avec les thèses de Front National. Parti démocrate chrétien. Chrétien, très peut-être catholique, traditionnaliste même. On a vu que s'il est... Il a remplacé Madame Boutin. Madame Boutin, oui. Donc, si vous connaissez bien Madame Boutin, donc c'est exactement presque la même idéologie, les mêmes idées. Jean-François Copé, on le connaît. Il a été président, il a été ministre, président de l'UMP. Jean-François Fillon, c'est celui qui, moi, m'a un peu surpris. J'ai concentré mon attention sur lui. Si vous avez suivi le dernier débat, jeudi dernier, il ne commentait pas, il analysait. Mais quelle puissance d'analyse! Et ce n'est pas pour rien s'il est remonté au dernier moment dans les sondages. Je crois que la surprise pourrait venir de lui. Donc, attention, les favoris que sont Alain Juppé et Sarkozy ne sont pas à l'abri d'une surprise. Justement, François Fillon peut faire quelque chose. Vous avez écouté Denis Sassou Nguesso à Marrakech, Bédel Baouna. Reconnaissez que la cause des bassins d'Afrique est en train d'avancer avec cet homme parce qu'il propose déjà un fonds bleu pour aider les pays du bassin du Congo de pouvoir avancer et de maîtriser toutes ces questions liées au réchauffement climatique. Vous savez, M. Makosso, vous le savez mieux que moi, peut-être mieux que moi-même, que je suis inconsciemment finalement fan que de Viva la Musica de Papa Wemba. Donc de 77 à nos jours, je n'écoute que Viva la Musica. Mais vous avez au moins écouté Denis Sassou Nguesso à Marrakech. Mais je viens. Oui, allez-y. Il y a eu un musicien qui chantait bien, en l'occurrence Rossignol de Mingongo, Luciana de Mingongo. Dans les années, j'écoutais ma bijou hier samedi matin. À la fin, je me suis dit, Maloba ya pamba c'est Maloba, Monoko ya pamba c'est Monoko, Frenchen. C'est exactement quoi, M. Sassou. Enfin, pour une fois, vous pouvez au moins éviter cette mauvaise chaque semaine, il nous prend un discours. Enfin, c'est un discours pour la planète, Bédel Baouna. Quand il prend des discours pour le Congo, il propose la création d'un fonds bleu. Oui. Il faut qu'il propose aussi la création d'un fonds rouge ou d'un fonds vert pour les victimes de sa folie meurtrière là-bas dans le pool. Il faut qu'il le fasse aussi. Quel est le lien, Bédel Baouna? Bon, il n'y a pas de lien, sans doute, me direz-vous. Mais j'y viens. Monsieur Sassou, il y a une dame qui est en train d'écrire un livre en ce moment sur lui, sur Monsieur Sassou, sur tous les discours de Monsieur Sassou. Il y a déjà un livre qui existe déjà sur tous les discours. De 1979. Vous savez, en 1979, nous étions jeunes, moi j'étais à l'école primaire. Quand il chasse Yombi, il prononce un discours époustouflant. Je l'ai écouté et réécouté. Je l'ai suivi, je l'ai même transcrit. Je dis, ce gars-là, finalement Sassou, mais c'est le président du Congo. Ah bah, merci de le dire. Il a régné. Vous avez l'impression que... Après Sassou, il n'y aura plus quelqu'un qui pourra régner pendant au moins 50 ans. C'est impossible, ce serait impossible. Parce que, voilà, il a... Sassou, dans la conquête du pouvoir, il a été pragmatique. Et dans la conservation du pouvoir, il a été un homme de discours. Les discours, toujours les discours, et encore les discours. De 1979 jusqu'à aujourd'hui, M. Sassou, c'est toujours le discours. Et entre ces énoncés constatatifs et ces énoncés performatifs, il y a un pas que M. Sassou n'a jamais franchi. Son discours de Marrakech, je veux bien qu'on s'occupe de la forêt, mais qu'il fasse aussi attention à ne pas le détruire, la forêt du Congo. Il a cédé des concessions à sa fille Sandrine, je crois, il a une fille qui a touché une concession là-bas. Quand on dit Jombo était ministre de la Forêt.
On avait bien vu la signature. Et quand je leur pose la question, moi, personnellement, ça signifie quoi? Aucune réponse. C'est silence radio. Qu'ils détruisent la forêt du Congo. À quoi bon aller, parce qu'on est à la tribune des Nations Unies, parce qu'on n'a rien à dire, on est oisif? Non, on vient. Je propose la création d'un fonds bleu. Et dès que ce fonds arrivera au Congo, les vautours qui l'entourent ne s'en ont plus fait. Ils prendront, ils le mettront dans leur poche. C'est comme ça. Mais, que n'a-t-on pas fait pour le Congo? Pour les routes, pour les dons, pour la forêt? Que n'a-t-on pas fait? Mais vous connaissez quand même un homme qui a porté ce combat aux côtés de l'initiation Nguesso, c'est Henri Ndjombo. Henri Ndjombo a été au cœur de toutes les actions aujourd'hui qui permettent au Congo d'être quasiment le pionnier en matière de traçabilité du bois. Fin. C'est tout. Mais pas en matière de destruction, de pillage du bois. Je sais de quoi je parle. Enfin, expliquez-vous, Bédel-Baouna. Voilà. Parce que le travail le Congo est le premier. Le reconnu. Congo, Brazzaville, est le premier pays dont le bois comment dirais-je, le mot me manque, enfin, est tracé. Est tracé. On sait que ce bois provient du Congo. Mais ça, c'est la partie officielle et la partie officieuse. On peut aussi exporter le bois non tracé. On sait comment ça se passe. Ça peut passer par le Cameroun, le Gabon, d'autres pays de Centrafrique. On dira que puisque c'est la même forêt. Et Quatoria, donc c'est le même bois. Donc on connaît les manières, les subtilités. On connaît les manières. Le Congo, oui, en matière de traçabilité, ok, ça c'est une victoire, ça c'est ce qui restera dans les annales de la gouvernance environnementale au Congo, à l'actif de M. Henri Ndjombo, mais en matière de destruction du bois, il faudra aussi qu'on en parle. Bédel Baouna, est-ce que vous reconnaissez les efforts en dehors, vous parlez de la traçabilité, il n'y a pas que ça, Bédel Baouna. Tout le reboisement aujourd'hui au niveau le Congo. Mais entre ce qu'on pille et ce qu'on reboise, donc vous pensez qu'il y a symétrie ou bien il y a équilibre? Vous le pensez vous? Jamais. Le bois c'est la deuxième ressource du Congo-Brazzaville. Mais le Congo ne devrait pas être misérable. Le Congo-Brazzaville, dont la dette représente 80% du PIB. C'est un pays misérable, en faillite. Donc, où est parti l'argent du bois? On ne dira pas que le bois n'est pas vendu. Le bois que nous utilisons ici, le papier que nous utilisons ici, monsieur Makosso, est fait aussi à partir du bois qui provient de chez nous. Donc, ils ont engrangé beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Mais où est cet argent? C'est ça. Donc, pour vous, en fait, on va laisser le bassin du Congo mourir de sa belle mort, ce fonds bleu sollicité par Denis Sassou Nguesso permettrait de maintenir les équilibres. Mais ça, c'est le discours, on ne lui donnera pas. Récemment, il y a un mois, il prononce un discours, la lutte contre les faux médicaments, la lutte contre les mouches, la lutte contre les maladies. Mais là, je regardais un reportage, il y a des malades du sida qui souffrent au Congo. Ils n'ont plus de médicaments. Pourquoi n'en parle-t-il pas? C'est de ça qu'il devrait parler, M. Sassou. Qu'il parle de ça, qu'il demande un fonds bleu, vert, rouge, noir pour les malades du sida au Congo. Mais on sait que dès qu'on balance des médicaments, ils sont détournés. Ils sont détournés. Par la faute de qui? Par qui? Par ses amis. Donc voilà, donc c'est pas la peine de venir divertir les gens. Qu'on crée un fonds bleu pour préserver les forêts du bassin du Congo, je suis d'accord, c'est une noble ambition. Mais dès l'instant où ce fonds bleu sera mis en place, il disparaîtra au bout de quelques secondes. On a vu la compagnie Eker dont on nous a chanté les mérites ici, elle a disparu. Bédel Baouna, comprenez quand même que c'est l'homme qui est mauvais. Quand on est mauvais, on est mauvais. Bédel Baouna, au niveau symbolique quand même, un fonds bleu pour une forêt verte, vous comprenez que le président anticipe peut-être que demain, qu'on ne puisse pas comme ça avoir... Mais ce n'est pas une idée originale, M. Makosso. Donc, vous pensez qu'il est le seul à penser à l'avenir de la forêt du bassin du Congo? Il y a des ministres de l'environnement dans chaque pays. Oui. Donc, il n'y a pas de ONG. Il y a www.france. Il y a Greenpeace qui s'en occupe. Il y a des lobbyistes ici. Mais malgré cela, ils sont toujours contournés. Ils continuent à piller. Écoute, il suffit de lire des rapports. J'en lis au quotidien presque, pour ainsi dire. Mais une fois le fonds bleu qui sera mis en place, au bout de quelques secondes, il disparaîtra. Ça ne sert à rien de confier la gestion d'un fonds à un homme qui a fait la preuve de son incurie
de sa gabégie, de ses détournements de fonds. Sacré Bédel Baona est toujours égal à lui-même. Les Assises nationales du Congo, vous connaissez? Sans doute, non, me diriez-vous. Rassurez-vous, ce n'est pas un énième organisme constitutionnel issu de la constitution de DSN, mais un collectif parisien d'associations politiques qui militent pour l'alternance au Congo-Brazzaville. Les Assises, comme on l'appelle ici en bord de Seine, a fait sa mue sans faire le deuil de l'alternance. Son nouveau délégué général, M. Mawawa Mawakiese, remplaçant Jean-Luc Maleka, était notre invité. Morceau choisi. On va parler des Assises, M. Mawawa. C'est une structure. Qu'est-ce que c'est les Assises en fait? C'est une association, c'est un comité, c'est quoi exactement? Parce que on entend parler, mais sauf que personne n'arrive à déterminer exactement dans le conglomérat politique congolais quelle est la place et c'est quoi les Assises. Alors, les Assises, c'est une plateforme associative. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'associations qui se sont regroupées et se sont donné une ligne politique. Au départ, cette ligne politique, c'était l'alternance démocratique. Donc, les Assises ont été créées en 2014. Non, ça n'a pas échoué. Enfin, ça n'a pas échoué. C'est-à-dire que les Assises ont fait leur temps. C'est-à-dire que grâce, d'ailleurs, aux Assises, depuis 2014, on a pu faire la pression sur le pouvoir du Congo-Brazzaville. Sauf que cette ligne politique que nous nous étions donnée, qui consistait à aller à l'alternance politique, a été torpillée par le pouvoir de Brazzaville. Donc vous attendez qu'on vous serve l'alternance sur un plateau finalement, si vous dites qu'elle a été torpillée? Torpillée dans la mesure où les règles qui gèrent l'alternance démocratique n'ont pas été respectées, puisqu'il y a eu changement de constitution, il y a eu élection anticipée, donc on ne pouvait plus parler d'alternance politique. Vous attendez quel type d'alternance? Vous vous disiez, voilà, ça se va organiser, respecter la Constitution. Vous lui faisiez confiance à ce moment-là, qu'il respectera la Constitution, qu'il va organiser les élections, qu'il les perdra, et à ce moment-là, vous prenez le pouvoir? Alors, c'est trop simpliste de parler dans ce sens. Je comprends bien. Mais là, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Effectivement, nous étions nombreux. J'avoue, même moi-même, nous étions nombreux avec des amis qui sont à Brazzaville, à croire que le général Denis Sassou Nguesso sortirait par la grande porte de ce pouvoir. Parce qu'il avait eu cette chance de gérer d'abord une transition flexible de 5 années. Ensuite, il a eu une constitution taillée à ses mensurations avec 14 ans, donc 14 années de mandat, donc 2 mandats de 7 ans. Donc il était tout à fait normal qu'à la fin de son deuxième mandat, qu'il puisse sortir par la grande porte en organisant des élections démocratiques et en cédant le témoin au président élu. Ce qu'il a refusé de faire. D'où il a changé les règles du jeu. Et non seulement il a changé les règles du jeu, mais il a organisé des élections présidentielles anticipées, lesquelles... auxquelles vous aviez participé, hein, vos amis ont participé? Oui, certains amis ont participé, mais sachez tout de même qu'il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui un vide. Le pays navigue entre 2 constitutions. Voilà. Celle de 2002 et celle de 2015. C'est vraiment unique, ça, au monde. Alors, juste pour savoir, oui. M. Mawawa, est-ce que vous qui êtes ici à Paris et vos collègues qui sont sur place à Brazzaville, vous n'aviez pas été naïf en croyant que Sassou organiserait les élections, qu'il respecterait la Constitution, alors que quand on voit durant tout son règne, il a changé au moins 9 constitutions? Non, je ne prendrai pas la question dans ce sens de la naïveté. Moi, je pense. Qu'est-ce qui explique que vous lui fassiez confiance? Parce que je suis un peu surpris que vous lui fassiez confiance en vous disant bon, il va sortir par la grande porte. Déjà qu'il est arrivé par une petite porte, et vous croyez qu'il sortirait par la grande porte? Je pense qu'à un certain moment, dans notre démarche, moi je prendrai ma démarche, si vous voulez, d'expérimentateur, de scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger d'une personne tant que vous ne l'avez pas mis à l'épreuve. Donc je pense que cette constitution de 2002, ça a été l'épreuve qu'on a mise en face du général Denis Sassou Nguesso pour qu'on puisse se rendre compte que finalement, il va toujours demeurer un putschiste. Voilà. Donc, il est arrivé au pouvoir par les putschs et il en sortira toujours par un putsch. Alors, sauf qu'aujourd'hui, par rapport à ce putsch
il se maintient et il continue à faire ce qu'il veut du Congo, et vous, de ce côté-là, un peu, je dirais, passif ou pas moyen de réagir par rapport à tout ce rouleau compresseur qu'il a mis en route depuis la Constitution jusqu'à aujourd'hui en écrasant le poule. Bien. Je pense que ce serait trop simple de dire qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de travail qui se fait. Mais sauf qu'on n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais qui vous suivent depuis la Constitution, malgré les marches, malgré les manifestations, malgré tout ce que vous avez pu mettre en route, même ici à Paris, on a vu pour la première fois des milliers de Congolais défiler, sauf que ça n'a pas bougé d'un iota. Il y a deux aspects dans la lutte politique. Il y a d'abord la compréhension du phénomène politique lui-même. Et donc ça, il a fallu un temps pour que les Congolais comprennent dans quelle situation nous étions. Et ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on l'a formalisé. Alors qu'il y a 6 mois, il y a 12 mois, on n'avait pas encore formalisé le contexte politique dans lequel nous nous trouvions. Alors aujourd'hui, vous avez formalisé, on sait très bien, on reviendra concrètement. Je vais juste terminer avec vous sur l'aspect lié aux assises. Oui. Les assises, quand elles ont été créées, on a vu qu'il y avait énormément de gens, il y avait un enthousiasme, ça a créé vraiment un élan ici et ça a fédéré beaucoup de personnes. Exactement. Or aujourd'hui, constate que les choses se sont étiolées. Le départ de Jean-Luc Maleka, on l'a évoqué en début de cet entretien, s'est fait dans des conditions plus ou moins bizarres. Aujourd'hui, les gens doutent un peu en disant, mais est-ce que les assises portent encore une vraie efficacité, je dirais, une vraie efficience dans le discours politique aujourd'hui, dans l'environnement politique congolais, notamment ici au sein de la diaspora? Forcément, je pense que les assises ont toute leur place dans la diaspora. Ce qui s'est passé avec le départ donc, du ministre Maleka est lié simplement, je dirais, à la jeunesse des assises. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé au sein des assises en réalité? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'alternance a été mise à mal, c'est-à-dire que lorsque la ligne politique des assises a été mise à mal, il fallait en trouver une autre. Il fallait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, c'est ce point de divergence qui a fait que certains décident d'opter soit pour le dialogue et d'autres dire que non, on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, qui chaque fois viole les constitutions, qui toute sa vie n'a fait que le putsch. Et c'est cette ligne de démarcation, ce point de vue, je dirais, politique, qui a fait que le ministre Maleka, il tenait beaucoup au dialogue, et ce point de vue était minoritaire. C'est un peu comme dans les partis ici. Il y a un courant qui est minoritaire, et puis il y a un autre courant qui est majoritaire. Or, le courant majoritaire, aujourd'hui, au sein des assises, il ne reconnaît pas Sassou Nguesso comme président du Congo. Voilà, sur ce, on ne peut pas prétendre à un dialogue avec Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a eu toutes les chances du monde. Ce n'est pas un dialogue aujourd'hui qui changera Sassou Nguesso. Donc, vous nous rassurez, M. Mawa, aujourd'hui, que Jean-Luc Maleka n'est pas parti du fait qu'il n'était pas du pôle ou du sud, mais tout simplement sur un plan idéologique lié, en fait, à son positionnement propice au dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Ah oui, la question, elle est vraiment purement idéologique. C'est une question idéologique qu'on a longuement débattue, mais sauf qu'on n'a pas eu le temps de la clarifier. Régime brutal, je me suis senti menacé dans mon intégrité physique. Montage du siècle, manipulation grossière, détention d'armes de guerre, leur logiciel d'inculpation automatique, culture stalinienne du complot, je me reproche de rien. C'est lui le grand expert en importation et dissimulation d'armes de guerre. Mesdames, Messieurs, ces mots ne sont pas de moi. C'est en fait le portrait peu amène que dresse André Okombi Salissa du régime de Brazzaville et de son président, le bâtisseur infatigable, l'apôtre de la paix, le médiateur incontournable, le commandant cousteau du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso. En exclusivité sur Ziana TV, l'intégralité de l'interview que M. André Okombi Salissa a fait sur RFI avec notre confrère Sébastien Nenette. Écoutons seulement. André Okombi Salissa, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Depuis plusieurs mois, vous vous cachez. Pourquoi prenez-vous la parole aujourd'hui? Parce que je pense que les circonstances l'exigent. Je ne suis pas absent. Je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré depuis le mois d'octobre 2015 dans l'indicible. La Constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu
à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. C'est des faits dont la gravité marque un tournant de l'histoire de notre pays. Mais aussi, M. Niemet, j'avais été embastillé pour la deuxième fois. Je me suis senti menacé dans mon intégrité physique. J'avais pensé me mettre à l'abri pour ma sécurité. Les autorités affirment avoir saisi des armes, des munitions au domicile de votre épouse. Comment vous réagissez à ces événements? Je crois être un peu encombrant. Mais de toutes les façons, c'est l'une des questions cardinales qui fait que je suis obligé de rompre mon silence à cause de ce que tout le monde qualifie du montage du siècle. Il s'agit là d'une manipulation grossière dans un pays où tout opposant politique est toujours soupçonné d'atteinte à la sécurité de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. C'est donc le logiciel d'inculpation automatique. Le général Jean-Michel Mokoko et le président Paulin Makaya ont tous les mêmes chefs d'inculpation. C'est le recours à la culture salinienne du complot. Donc, je peux vous dire au moins que je suis serein, vous m'entendez parler. Je ne me reproche de rien. Depuis plus d'une année, mes résidences, les domiciles de tous mes collaborateurs, plus de 50 qui croupissent en prison pour avoir eu des idées contraires au pouvoir, sont perquisitionnés à la recherche toujours d'armes de guerre depuis près de 8 mois. Je ne suis pas visible, donc ces perquisitions s'opèrent en dehors de moi, sans associer ma famille. Ils ont même accusé mon épouse qui vit en France depuis des années. Tout ça, ça ne peut être que fallacieux. Et d'abord des armes, M. Niemet, pour faire quoi? Ma prise de distance du pouvoir sur la non-négociation des principes démocratiques et sur l'alternance démocratique au pouvoir montre bien que je ne suis pas dans le schéma de ceux qui pensent conserver le pouvoir ou le conquérir par les armes. Et donc, justement, dans cette affaire, si un juge d'instruction vous convoque, vous ne répondrez pas à cette convocation? Si un juge d'instruction me convoque, non seulement que c'est fallacieux, mais aussi c'est la justice. Je vais constituer un conseil qui répondra à la place. Le pouvoir est en train de divertir le peuple. Ce que le peuple attend, c'est de rétablir le pouvoir du peuple usurpé par la force des armes. Le président Sassou me connaît et il sait bien que c'est lui le plus grand expert en importation, en dissimulation d'armes de guerre. Il n'y a plus de liberté d'expression dans notre pays. Tous ceux qui osent dire une pensée contraire à la pensée du pouvoir sont traqués, raptés, sont enfermés. Qu'en si peu de temps, le pouvoir actuel a fait plus de 100 fois pire que le régime du président Pascal Lissouba, que nous avons durement combattu pour les mêmes raisons de barbarie humaine et de non-respect des droits des opposants politiques et de ses propres citoyens. Je tiens à rappeler que j'ai participé avec le président Sassou à mettre hors d'état de nuire le régime du président Pascal Lissouba. Et j'avoue sur vos antennes que ce régime fait beaucoup plus. C'est ce qui explique d'ailleurs ma prise de distance de ce système. Alors comment faire aujourd'hui pour sortir le pays de la crise actuelle? Une constitution a été muselée par les armes. Un texte du fait de prince régit la République. Un régime de fait tient lieu de gouvernement. Je ne vois d'autre avenue que de résister par la force des principes et des valeurs qui fondent la civilisation humaine. Et parmi ces valeurs, il y a le dialogue. Est-ce que vous préconisez donc de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso lui-même? Il s'agira de savoir quels sont les interlocuteurs en face, quel est le contenu du dialogue et quel est l'ordre du jour. Sinon, le dialogue en lui-même, c'est une bonne chose. Nous voulons un dialogue inclusif qui prend en ligne de compte toutes les composantes de la vie publique de notre pays et qui va mettre sur la table, sans tabou, tous les sujets qui minent notre pays. Est-ce que vous demandez des préalables à la tenue de ce dialogue? Bien sûr que on ne pourra pas dialoguer s'il y a des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut pas passer plus d'une année, ou bientôt 7 mois pour le général Mokoko, sans être jugé et penser qu'on n'est pas prisonnier politique. Puisqu'ils sont accusés qu'un procès s'organise. Est-ce que ça veut dire que vous prenez acte aujourd'hui de la victoire de Denis Sassou Nguesso à la dernière présidentielle? Non, monsieur Sébastien Niemet. Un texte du fait de prince régit la République. Donc je suis clair dans ce que je dis. Mais nous sommes dans des conditions où on a besoin de s'asseoir justement pour que le pays avance. Pascal Tsatima-Biala, lui, avait pris acte de cette victoire de Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que c'était une erreur? Nous avons fait le plus dur en octobre 2015 ensemble, tous les 5 candidats qui ont signé la charte de la victoire. Moi, je n'ai pas de jugement à donner à un leader. Je dis seulement que le peuple congolais appréciera.
Justement, ce pacte électoral, est-ce que cette alliance existe encore ? Le général Mokoko, malgré qu'il soit derrière les barreaux, a maintenu sa position. La ministre Mounari maintient toujours la même position. Je ne pense pas moins que la charte reste toujours debout. Elle n'a pas été dénoncée jusqu'alors. Le Pool est régulièrement secoué par des violences. Le gouvernement accuse notamment le pasteur Ntoumi d'en être à l'origine et le traite de terroriste. Comment voyez-vous une sortie de crise dans cette zone ? Il y a urgence pour le gouvernement dont l'une des missions, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de se rendre à l'évidence pour stopper les souffrances des populations. Mais je crois comprendre que si cette crise démarre à partir du 4 avril, le 4 avril, c'est le jour de la proclamation officielle des résultats. Et tout ceci, il faut mettre dans la crise post-électorale. Et donc, je crois que la solution est la même imposée par le problème, un dialogue inclusif qui, justement, va associer aussi le pasteur Ntoumi. Il s'agit de retirer toutes les forces de défense et de sécurité qui, étonnamment, sont à la poursuite d'un seul bandit et peut-être ses coéquipiers, retirer tous les engins blindés de guerre qui ne se justifie pas dans le pool, et l'assistance humanitaire pour les populations qui sont en errance. Et organiser le dialogue inclusif. Vous verrez que tout sera fini. Le pasteur Ntoumi avait demandé un dialogue sous l'égide internationale. Est-ce que, justement, une médiation de l'extérieur, c'est quelque chose de nécessaire, selon vous ? Moi, je n'étais pas toujours partisan de ce que l'extérieur vienne nous montrer toujours ce qu'il y a à faire. Mais l'expérience est têtue. J'étais dans le pouvoir, donc j'ai organisé des dialogues. Je sais quels ont été les résultats de ces dialogues. Le pouvoir ne respecte jamais la parole donnée. Quand on demande la communauté internationale, mais c'est pour avoir un témoin. Certains pensent que la communauté internationale a trahi l'opposition en vous demandant d'accepter la nouvelle constitution. Est-ce que c'est votre diagnostic aussi ? Les Congolais doivent avant tout compter sur leurs propres efforts, doivent concentrer leurs efforts pour se libérer de cette dictature. La communauté internationale a généralement une activité lente de facilitation, mais sûre et efficace à long terme. Mais les Congolais doivent avant tout compter sur eux-mêmes, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition où je me trouve. Je crois qu'il y a des gens de bon sens qui ne partagent pas tout ce que le pouvoir est en train de faire. Il y a même dans le pouvoir, c'est peut-être encore une infime minorité, mais des cadres qui pensent qu'on a pris une voie sans issue. Est-ce qu'il faut, du côté de l'opposition, qu'elle soit mieux organisée, ou en tout cas, peut-être qu'elle se trouve un leader, selon vous ? Mais l'opposition, surtout celle à laquelle j'appartiens, est cohérente. Nous savons ce que nous voulons. Nous ne demandons pas le sexe de l'ange. Nous demandons des choses simples. La volonté populaire exprimée dans les urnes n'a pas été confirmée par les organes, je dirais, inconstitutionnels qui ont proclamé les résultats. Même quand on n'en parle pas. Mais les Congolais n'en pensent pas moins. Mais il faut qu'on en parle pour mettre un clou, pour arrêter. Il faut qu'on en parle pour dire, bon, plus jamais comme ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, le pays peut aller aux législatives ? Mais bien sûr que non. Sauf à faire comme le 25 octobre, et tout est possible par le pouvoir, d'organiser un scrutin avec 5 ou 8% de la participation. Si les prisonniers sont libérés, si la pression diminue, notamment dans le pool, si les libertés sont rétablies, est-ce que tout cela vous ferait sortir de la clandestinité ? Mais exactement, M. Niemet, en ce moment, au moment où je parle avec vous, je ne suis pas fier, parce qu'après tout, je suis congolais. Est-ce que je suis fier de présenter mon pays comme ça? Mais c'est la réalité des choses. André Okombi-Salissa, merci. Vous vous demandiez où était passé le PCT, le Parti congolais du travail, alors que le PCT a encouragé son président du comité central à changer la constitution, à se présenter pour un troisième mandat. Le parti du commandant Marien Ngouabi est resté discret malgré des victoires engrangées au prix de plusieurs contorsions démocratiques. Vous me direz que le PCT n'a pas la victoire modeste et pourtant on est obligé de constater que les camarades membres ont été débordés par la gauche, par les associations familiales de DSN, gérées par Kiki, Coco, Edgar, Hugues et consorts. La crise sociale dans laquelle est plongé le pays ne permet pas au PCT de jouer les gros dos, car en dépit du contexte mondial difficile, la gestion calamiteuse par son gouvernement de la manne pétrolière a accentué la crise. De la crise sociale à la crise politique, il n'y a qu'un pas que notre invité a accepté de franchir, puisqu'il va aussi évoquer la crise
déclenché au sein du PCT par le livre du maire de Brazzaville, Hugues Golondélé, PCT, faire la politique autrement, sans oublier d'évoquer les difficultés dans lesquelles sont plongés aujourd'hui les membres de la fédération PCT France qui ne se retrouvent pas, et pourtant la fédération devrait être le fer de lance du PCT ici en Europe. Notre invité, mesdames, messieurs, c'était monsieur Patrick Gabriel Dion, président de la fédération PCT France, qui s'explique ainsi. Président Denis Sassou Nguesso, le meilleur d'entre vous, comme vous le dites, sauf qu'aujourd'hui, il a un peu de mal à assurer d'une manière, je dirais, aussi efficace ses fonctions, parce que sur le plan économique et social, le pays va très mal, et en même temps, c'est toujours lui qui est là. Bon, c'est vrai, ce n'est pas une grande première, hein. Lorsqu'on fait une étude économique comparée... Donc on peut le féliciter alors. Non, on ne peut pas dire comme ça, mais oui. Je dis que nous sommes une économie nationale qui est intégrée au sein d'une économie africaine qui elle-même est intégrée au sein de la mondialisation. Donc s'il y a une crise sur le plan international, ça ne peut qu'affecter l'économie américaine, l'économie africaine et de facto affecter aussi l'économie congolaise. Notre budget, comme vous le savez, où l'essentiel de nos revenus étant fondamentalement basé sur le pétrole, bien que le gouvernement a pu mettre en place une politique économique de diversification sectorielle, jusqu'à aujourd'hui, au moins 80 à 90% de nos recettes proviennent du pétrole. Et lorsque le pétrole, qui est un produit dont le prix n'est pas fixé par nous, les Congolais, il est fixé sur le marché international, lorsque le pétrole tombe, lorsque le prix du pétrole diminue, baisse, comme il est actuellement, il est normal que le Congo, l'économie congolaise puisse tousser. Et là, nous passons donc une situation économique. Effectivement, je suis d'accord avec vous, qui est assez difficile, puisque tous les agrégats macroéconomiques sont relativement au rouge. Mais je pense qu'avec le Premier ministre, M. Clément Mwamba, le gouvernement est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir juguler cette crise économique. Alors, les signaux au rouge, c'est vraiment un rouge écarlate, puisque certains de vos détracteurs disent que finalement, c'est la gestion de Denis Sassou Nguesso qui a fait en sorte que le pays soit plongé, puisqu'il a quand même eu une manne pétrolière très importante, sauf qu'on n'a pas vu les résultats sur le plan social, Patrick Gabriel Dion. Les résultats sur le plan social se font toujours attendre, parce que les résultats, lorsque l'on met en place une politique économique, les gens sont effectivement très pressés de voir les résultats tout de suite. Mais sur le plan social, il est évident que les résultats tardent toujours à venir. C'est comme ici en France. Vous avez vu son Excellence, M. François Hollande, il est arrivé au pouvoir en 2012. Il a mis en place toute une batterie de mesures de réforme de l'économie française afin de juguler juste une seule variable, un seul indicateur macroéconomique qui est le chômage. Mais nous avons vu 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, les résultats se font toujours attendre. Ce n'est que là, à la 5e année, qu'on commence à constater que, eh bien, c'est la même chose avec nous. Il est évident que le président de la République, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, avec le nouveau gouvernement, sont en train de travailler pour que justement on puisse mettre en place des mesures qui permettront de juguler le chômage, d'améliorer la vie du peuple congolais. C'est vrai, dans certains secteurs, les résultats sont probants, mais dans d'autres, notamment celui du chômage, on attend encore un peu. Alors, quand vous parlez de la France, c'est vrai que le Congo a quand même un taux de croissance comparé à la France qui est très important, qui dépasse celui de la France, puisqu'ici on espère même 1, alors qu'au Congo, on nage déjà dans les 5%. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ceux qui pensent que finalement le problème du Congo, c'est pas seulement le contexte macroéconomique, mais c'est aussi un problème de gestion, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance, notamment quand cette manne pétrolière était disponible? Je suis partiellement d'accord avec eux, dans le sens que toute gouvernance reste à ce jour perfectible. Que ce soit la gouvernance dans les pays occidentaux, dits développés, que ce soit la gouvernance dans les pays africains qui aspirent à l'émergence. Donc toute gouvernance reste perfectible. Je ne dis pas que la gouvernance au Congo est à 100% parfaite, mais elle reste perfectible. Donc pour vous, les hommes qui ont géré cette manne pétrolière n'ont aucune responsabilité aujourd'hui dans la situation actuelle? La responsabilité dans la gestion de la manne pétrolière est toujours partagée, hein. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. C'est l'ensemble du gouvernement qui on a la responsabilité. Le président a aussi indexé les cadres du pôle et les populations de jouer un double jeu, c'est-à-dire que la journée, tout le monde déplore, mais la nuit, quasiment, on donne un coup de main en Toumi. Est-ce que vous pensez que là aussi, il a raison? Bon, je pense qu'il a raison. Pourquoi? Parce que si je prends que le chef du département, le représentant quand même, oui. Parce que nous avons Kolela, qui est quand même... Kolela, il n'est que député. Bon, vous avez...
Il n'est que député de Kinkala. Il n'est pas le député du Poul, mais il est député de Kinkala. C'est vrai, mais il pèse quand même lourd. Il est quand même le numéro. Il est quand même arrivé en deuxième position après son excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est une haute autorité politique. Il est un député. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il est resté inaudible. On ne l'a pas entendu du tout. Il a fait des actions. Voilà, c'est bon, là maintenant. Je suis d'accord, je suis content que depuis quelques temps, il est devenu très actif. Après l'appel du chef de l'État, il est devenu très actif. Il fait entendre sa voix et on peut penser, on peut croire. Moi, personnellement, je reste optimiste que le pasteur Ntoumi va, ne fût-ce qu'entendre la voix de Kolela. Vous croyez que Kolela, jusqu'à maintenant, jouait un double jeu, Patrick Gabriel jouer un double jeu, je ne peux pas dire, je n'ai aucun élément matériel pour pouvoir l'affirmer. Mais son silence peut être interprété comme cela. Voilà, un silence qu'on peut interpréter ainsi. Un silence coupable. Voilà, un silence coupable, c'est vous qui décrétez aussi la culpabilité finalement. Bon, je ne décrète pas la culpabilité, j'analyse, j'observe les faits, c'est tout. J'observe que jusqu'à maintenant, il a été silencieux et que normalement, en tant que député de Kinkala, qui fait partie de la région du département du Poul, il pouvait quand même avoir une voix. Je vous rappelle que M. Yoka est aussi député de Vinza. Je vous rappelle que Madame Mogani est députée, je pense, de Mindouli. Donc c'est déjà vos camarades et eux n'ont rien dit. Alors moi je pense que sur ce point, la responsabilité elle est collégiale. Oui. Elle n'est pas seulement spécifique. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi pointer M. Yoka, puisque lui, et c'est un exemple que tout le monde a loué, puisque lui étant du Nord et lui dans le Sud, ça a été quelque chose qui a quasiment bouleversé aussi le paysage politique congolais. Or, M. Yoka est resté muet comme une carte parce qu'on ne l'a pas entendu lever la voix, puisque en Vinda aussi, il y a des gens qui périssent du fait de cette guerre. Alors je n'ai pas la situation de Vinza. Par contre, il est vrai qu'on ne peut pas se permettre de dire que Kolela soit le seul responsable, pas du tout. Hein. Mais je pense que sur le silence, sur le chapitre du silence, il peut avoir une responsabilité collective. Voilà. Une responsabilité collective. Ceux qui n'ont pas parlé là-dessus. Ceux qui n'ont pas parlé, les élus, qu'ils soient du PCT ou voilà, tout à fait, je suis d'accord. De l'opposition. Je suis d'accord. Patrick Gabriel Dion, nous allons avancer dans cet échange. Alors, le PCT, aujourd'hui, restons pour le PCT, parce que c'est le premier parti du Congo, c'est aussi le parti au pouvoir, et aujourd'hui englué dans un débat plus ou moins bizarre par l'un de vos camarades qui est M. Hugues Golondele. Il a publié un livre, le PCT, Faire la politique autrement. Est-ce qu'il découvre là un parti qu'il ne connaissait pas finalement? Je pense que Hugues Golondele, le camarade Hugues Golondele a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit, il a écrit son livre, il est libre de le faire, puisqu'il y a la liberté d'expression au sein de notre parti. Mais il y a des règles. Je pense rappelle souvent vos camarades qu'il y a des règles de discipline. Tout à fait. Je pense qu'il a failli du côté disciplinaire. Il a failli du côté respect des règles. Il est libre d'écrire un livre. Par contre, moi je pense que je suis toujours partisan du fait que le linge sale doit toujours être lavé en famille. C'est vrai, il veut peut-être briser les tabous, il veut briser peut-être certains codes, mais avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut d'abord voir aussi devant soi, aller d'abord devant soi. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec mon collègue avec lequel ils ont eu le débat dernièrement, qui lui a dit qu'effectivement, c'est bien beau de critiquer le fonctionnement et l'organisation du Parti congolais du travail. C'est bien beau de faire un livre à charge, mais il faut aussi voir... avec des propositions pour que le parti puisse s'amender et surtout aller un peu plus de l'avant, s'adapter au contexte actuel. Mais les propositions, on peut les faire dans un contexte bien précis. Il y a des cadres, il y a des espaces pour ça. Mais on ne peut pas faire un bouquin à charge mis à la disposition de monsieur tout le monde. Alors que nous avons un cadre spécifique. Le parti est un cadre, le parti est un espace dans lequel le débat est libre. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des hautes autorités au sein du Parti congolais du travail qui ont parlé ouvertement contre même le chef de l'État, contre le secrétaire général, contre. Ils ont donné leur position et ils sont dans le parti. D'autres sont même partis. Mais ils n'ont pas fait des bouquins, ils n'ont pas écrit des livres comme l'a fait Hugues Ngolondele. Donc là-dessus, moi je ne suis pas trop d'accord avec lui, parce que moi j'estime qu'il a un gros boulot à faire. D'abord, la gestion de la capitale du Congo, qui est la ville de Brazzaville. Il a eu 2 mandats là-dessus. Je pense que s'il regarde bien tout autour de lui, tous les quartiers de Brazzaville, tous les arrondissements de Brazzaville, il verra qu'il a du boulot. Hein. Donc vous savez dire que pour vous, il a échoué en fait, hein, s'il faut dire les mots d'une manière un peu plus claire. Parce que si vous dites que du boulot à Brazzaville, il y en a sur le plan de la salubrité, sur le plan même architectural, c'est une ville qui ne ressemble à rien du tout. Et lui,
toute la confiance de votre parti, puisque vous lui avez dû renouveler la confiance pour rester à ce poste et aujourd'hui il crache dans la soupe, peut-être comme vous le dites. Effectivement, il a eu la confiance du parti, toujours eu la confiance du parti jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il puisse faire son livre à charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter. Son bilan n'est pas brillant. Son bilan n'est pas brillant. Son bilan est Oui, perfectible. tu veux un euphémisme. Voilà. Son Oui. bilan est perfectible. Parce que, bon, c'est pas moi de le dresser, mais les Brazzavillois qui sont là peuvent le dire et le disent tous les jours. Parlons de la fédération PCT France, comment va-t-elle? La fédération PCT France va bien. La preuve est que je suis là. Je réponds à votre invitation. Au nom de la Fédération PCT France. Elle se porte bien. Merci d'avoir répondu, sauf qu'aujourd'hui, on vous voit moins, on n'a pas vu une actualité, vous nous avez habitués à certaines actualités, il y a peu d'actualités concernant, on se demande même s'il n'y a pas des défections ou des gens en fait qui sont partis, puisque avec le départ par exemple de monsieur qui était l'ancien Maïssa, monsieur Maïssa, ou encore votre ami, l'ancien, celui que vous avez remplacé, monsieur Djomali Senga, qui aujourd'hui parle maintenant avec l'opposition sur ces questions d'alternance. Est-ce que cela n'a pas fragilisé en fait votre fédération? Alors, la fédération n'est pas fragilisée. Par contre, la fédération du Parti congolais du travail traverse, on va dire, depuis la fin de l'élection présidentielle, la mise en place du nouveau gouvernement, une période, on va dire, un peu d'accalmie. On va dire ça comme ça, d'accalmie. C'est-à-dire que l'activité politique qui s'impose à vous. Voulue. Elle ne s'impose pas à nous. Elle est voulue. L'activité politique n'est plus intense. Par contre, nous sommes présents. Nous répondons à toutes les invitations qui nous sont faites vis-à-vis de la télé, vis-à-vis de la radio, vis-à-vis de l'opposition. Patrick Gabriel Dion, est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous voit dans les télés, vous venez chez nous, c'est très bien, merci. Sauf que vos camarades vous diront que un parti ne vit pas qu'à la télé ou encore à la radio. C'est aussi dans des activités concrètes pour les militants. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, comme actualité par rapport à vos militants, Assemblée Générale ou autre chose? Merci de cette question, M. Sir Makosso. Il me plaît de porter à la connaissance donc, de l'ensemble de la communauté nationale et internationale que la fédération du Parti congolais du travail est une fédération qui a été nouvellement restructurée. Exactement le 21 juin 2014. Où moi, votre serviteur, j'ai été porté donc à la tête de cette fédération. Seulement, cela rentrait dans le cadre de la restructuration générale du Parti congolais du travail depuis le Congo jusqu'ici. Seulement, disais-je, cette restructuration n'est pas achevée. Et c'est terminé, on va dire, en queue de poisson. Faute donc de moyens financiers et de calendrier compliqué. Il reste donc, qu'il y ait 2 sessions. Une session du comité PCT Île-de-France et une session inaugurale du comité PCT interrégion. Il reste, après ça, que les 2 comités puissent descendre jusqu'à la base, c'est-à-dire restructurer les noyaux, restructurer les cellules, restructurer les sections. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui, indépendamment de notre volonté. Ce qui fait que nous ne disposons pas d'un budget de fonctionnement. Nous ne disposons pas des moyens financiers qui nous permettent de mettre en place, qui nous permettent un fonctionnement normal. Oui. Eh bien, les assemblées générales ne peuvent pas avoir lieu tant que ces sessions fédérales n'ont pas eu lieu. Donc voilà pourquoi le seul organe qui fonctionne de façon opérationnelle, de façon mensuelle. Nous avons nos réunions chaque mois, c'est le secrétariat fédéral que je dirige. Moi maintenant, on peut répondre à votre question. Il est vrai que lorsqu'il y a des grands événements, tels qu'une session inaugurale, tels que l'arrivée du chef de l'État, les grands événements, le parti, effectivement, depuis le Congo, finance ses activités et nous mobilisons l'ensemble de nos militants pour aller recevoir soit le chef de l'État, soit pour recevoir les autorités quand ils viennent ici pour... Est-ce que vous comprenez ces militants qui s'inquiètent en disant que le parti ne fonctionne pas, qu'on ne voit rien depuis que vous avez été mis en place jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui soit fait, notamment en leur endroit. Je les comprends, je les entends, je les comprends et je leur dis, nous sommes la seule fédération du Parti congolais du travail qui ne dispose pas... C'est pas de votre faute. Oui, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas de notre faute. Nous sommes la seule fédération du Parti congolais du travail qui n'a pas un budget de fonctionnement. Nous sommes une fédération qui a une organisation, un fonctionnement, je dirais en bon français,
en bon français, atypique. Voilà. Nous sommes une organisation, une fédération qui a un fonctionnement et une organisation atypique, puisque sans moyens financiers, vous pouvez avoir toutes les ressources humaines nécessaires, parce que nous avons des cadres, hein. Nous avons des militants qui sont là, mais lorsque vous ne disposez pas des moyens financiers adéquats, c'est difficile que vous puissiez tenir des sessions inaugurales, des réunions, mobiliser la grande armée du Parti congolais du travail qui se trouve en France. Après Paris, cap une fois de plus sur Nantes, les pays de la Loire, qui nous a accueillis. Nous serons là aux côtés d'un homme, Clément Ikapi, président de l'association Perspective. Après Paris, cap sur Nantes, où nous avons rencontré Clément Ikapi, président de l'association Perspective Congo, qui devrait fêter en 2017 son 10e anniversaire. Explication. Perspective Congo, c'est une association des Congolais et des amis du Congo, créée en 2007. Donc nous allons fêter notre 10e anniversaire l'an prochain, au mois d'août exactement. Voilà. Alors l'association, au départ, la philosophie de l'association était de créer des passerelles, mais dans tous les domaines, particulièrement économiques, culturels, social et aussi dans les domaines de la musique, vous voyez, entre le Congo et la France, mais particulièrement la Loire-Atlantique, donc Nantes, qui est le centre de la Loire-Atlantique. Et ces passerelles, après donc réflexion, nous nous sommes dit que c'est vrai que c'est bien de créer des passerelles, mais c'est aussi bien d'être acteur. Si bien que pendant nos 10 ans, nous avons organisé 2 journées culturelles congolaises ici, avec des invitations des gens prestigieux comme Alain Mabancourt, comme monsieur l'ambassadeur du Congo, monsieur Henri Lopez, une journée économique où malheureusement on n'a pas vu venir les responsables congolais de la Chambre de commerce du Congo qu'on avait invité, mais bon, qui n'étaient pas là pour des raisons que nous avons compris, mais bon, peu importe. Au moins ça a été organisé. Et notre projet à venir et immédiat, c'est notre 10e anniversaire, avec tout le faste qui va y suivre, et aussi organiser les 3e journées culturelles du Congo à Nantes, et enfin la première journée économique Loire-Atlantique Congo. Voilà exactement ce que nous avons à faire dans l'année qui suit. Alors, on a bien compris, Clément Ikapi, au bout de 10 ans, s'il faut faire un bilan plus restreint, c'est que vous avez eu 2 manifestations principalement. Est-ce que c'est là assez pour une association aussi ambitieuse que la vôtre? Ah non, ce que je viens de vous dire là exactement, ce sont les activités phares. Oui. Mais nous avons réuni les Congolais tout le temps. Chaque année, nous organisons la fête du 15 août, donc la fête de l'indépendance du Congo. Chaque année, nous organisons, au niveau de la Saint-Sylvestre, nous nous retrouvons avec tous les Congolais pour essayer de faire le point, pour essayer de communiquer avec toute la communauté congolaise. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, hein. Il y a des moments où on a j'allais dire, une attirance moindre que d'autres années, mais de façon habituelle, nous sommes toujours proches des Congolais et des amis du Congo, parce que ce n'est pas une association que congolaise, il y a aussi des Européens qui sont dans notre association et qui nous aident à mettre en place un certain nombre de projets, tels que le projet agricole que nous avons mis en place à Muyonzi, hein, pour, vous savez, le greffage des oranges et tout à fait. ainsi de suite, et aussi le projet un atelier école à Pointe-Noire. Mais ça, c'est des projets qu'on n'en parle pas simplement parce que la thématique que nous avons, nous, utilisée pour ce projet-là n'est pas encore bien mise en œuvre, et nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous allons le lancer. Sauf que malheureusement, tous les contacts que nous avons au niveau de notre pays nous paraissent un peu timides. Oui. Voilà. Donc, cependant, nous sommes très pessimistes. Nous savons que tous nos projets pour l'année 2017, avec l'énergie qui est la nôtre, avec l'équipe qui vient d'être mise en place, je pense que nous allons arriver à nos fins pour l'année 2017. Alors, vous arriverez à vos fins en 2017, on va déjà terminer 2016 avec vous. Vous avez participé à Casa Palabre en partenariat avec Casa Africa, donc sous quel angle en fait, puisqu'on vous voit présent depuis que nous sommes ici sur Nantes? Alors, Perspective Congo est membre du conseil d'administration de Casa Palabre. Et donc,
nous sommes présents à toutes les éditions de Casa Parade. D'accord. Parce que nous sommes membres du conseil d'administration de Casa Africa. Oui. Voilà, c'est à ce titre que nous participons et nous amenons notre savoir-faire dans le domaine culinaire, dans le domaine culturel aussi. Et voilà. Donc, alors, vous avez évoqué, Clément Ekapi, les difficultés d'avoir des contacts précis et durables avec les autorités congolaises. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans les démarches que vous avez déjà engagées aujourd'hui avec les gens que vous contactez ici, qu'il y ait parfois un problème de crédibilité quand vous apportez un projet? Effectivement, nous avons eu droit à cela. Chaque fois que nous avons organisé une manifestation d'envergure, comme notre première journée, la journée de notre présentation, où nous étions, savez-vous, à la salle officielle de la mairie de Nantes, la salle VIP de la mairie de Nantes, où ils reçoivent tous les officiels de la mairie de Nantes, où se passent les grands mariages. Donc cette salle a été mise à disposition dans le cadre de cette manifestation. Nous avons réussi à convaincre les autorités de la mairie de Nantes pour nous recevoir dans cette salle. Et malheureusement, les invitations que nous avons lancées aux responsables du Congo ont trouvé un écho très peu favorable. Oui, mais qu'est-ce qui vous donne comme raison? Parce qu'on dit souvent que la diaspora ne fait pas grand-chose et très peu des gens de la diaspora disent aussi qu'au Congo, il n'y a pas assez de volonté pour accompagner les expériences un peu comme les autres. Finalement, vous vous en sortez comment? Avec la honte ou bien on prend tout sur soi et puis on arrête tout? Non. On s'en sort toujours. On essaye de... Bon, nous sommes des Congolais, nous sommes débrouillards, nous savons ce que nous faisons. Vous savez, chaque fois que tu sais où tu vas et comment tu vas, tu finis par réussir. Et on essaye de trouver de contourner, par exemple. Comme vous avez dit, on essaie de trouver des solutions qui sont les nôtres pour arriver à toujours des succès. Parce que toutes nos journées ont été des succès véritables. Alors, mais sauf que des succès qui n'intéressent pas les autorités congolaises, finalement. Je ne peux pas dire ça, parce que quand même, nous avons eu la présence à notre première journée de l'ambassadeur du Congo, M. Henri Lopez, sauf qu'il est arrivé après la cérémonie officielle. Voilà. Ce qui montre aussi le peu d'intérêt aussi, s'il faut le dire ainsi, je veux dire. Très souvent, on sait quand même qu'ici, beaucoup de Congolais se plaignent déjà que les autorités consulaires congolaises ne s'intéressent pas, qu'Henri Lopez vienne, mais qu'après la cérémonie, il aurait pu rester chez lui. Vous en conviendrez. En tout cas, il était là. Voilà, il était là, on a bien compris. Mais finalement, aujourd'hui déjà, sur place, sur le terrain, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez des partenariats locaux qui permettent de vous accompagner dans les projets que vous initiez actuellement au Congo? Notre premier partenaire, c'est la mairie de Nantes. Là, nous sommes ici à Nantes et au Congo. Nous sommes ici à Nantes, oui. Vous savez, au Congo, nous avons une cellule qui est mise en place et c'est elle qui discute avec les autorités sur place, avec la chambre de commerce, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec les... C'était laquelle? Parce que les chambres de commerce, il y en a deux au Congo. À la chambre de commerce d'agriculture. Ah oui, d'accord. Oui. Avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'Économie, pour les journées que nous organisons. De temps en temps, ils vont on a des retours qui ne sont toujours pas les retours que nous voulons avoir, mais il y a quand même des retours. Il y a une cellule qui est mise en place qui essaie de travailler quand même avec les moyens qui sont les leurs. Le tourisme, c'est le pétrole de demain. Cette phrase aux accents prophétiques susceptibles de donner de l'urticaire à Kiki le pétrolier n'est pas de Nostradamus, mais d'un contemporain, Guillaume Kouka. Il est à l'origine du projet Visiter le Congo qui consiste à valoriser le tourisme dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise d'après pétrole. On ne dira jamais assez, le Congo est un site touristique à ciel ouvert. Découvrons-le. Voilà, aujourd'hui, on ne vous recevra pas au titre donc, de votre conception urbanistique, mais surtout porteur d'un projet touristique, en fait avec une appellation un peu spécifique, Visiter le Congo et un réseau social, Banaya Congo. C'est quoi exactement en fait ces initiatives que vous montez, Guillaume Kouka? Alors effectivement, les initiatives sont parties de deux constats, qui sont des constats assez... que je pense que tous les Congolais qui nous regardent aujourd'hui peuvent faire. C'est que le premier constat, c'est que nous ne connaissons pas notre pays. C'est-à-dire la majorité des gens, d'ailleurs 50% de la population congolaise est une population urbaine, donc qui habite en ville. Et nous, les gens de la diaspora, quand on va au pays en séjour, on reste principalement aussi en ville. On ne connaît pas l'intérieur du pays. Et le deuxième constat, c'est, en fait, on ne se rend pas compte
sur quoi est-ce qu'on passe, quoi. L'immensité de la richesse touristique que possède notre pays. Voilà. Donc, d'où visiter le Congo? D'où visiter le Congo. Donc l'objectif de l'initiative, c'est de, permettre aux Congolais, d'abord, de connaître leur pays. 2, de permettre à ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit les Congolais ou des personnes d'origine congolaise ou des gens qui s'intéressent au Congo, de connaître les richesses touristiques du Congo. Et Banaya Congo, c'est un réseau social que nous sommes en train de monter, que nous sommes en train de concevoir, qui sera un peu comme un Facebook, mais un Facebook qui va être orienté essentiellement pour le voyage. D'ailleurs, sur notre page Facebook, Visiter le Congo, on a monté un concept, on essaie de lancer un petit concept qui n'est pas nouveau, hein, parce que d'autres l'ont expérimenté. Ce serait que toutes les personnes qui sont à l'intérieur du pays, que ce soit des personnes qui vivent déjà au pays, que ce soit des personnes qui partent en vacances, prennent des photos et nous les envoient. Et Donc, nous, on fait une banque d'images. Voilà, c'est une banque d'images, c'est une banque d'expérience, c'est une banque d'informations. Il y a par exemple quelque chose de très intéressant. Gilles Lest Mayela, par exemple, a enregistré une émission au Lac Bleu avec la ministre du Tourisme, Madame Arlette Soujon-Nono. Le Lac Bleu, bon, je ne prétends pas que c'est moi qui ai fait connaître à Gilles Lest Mayela. Le lac a toujours été là. Donc. Le lac a toujours été là. Oui, oui. Mais il y a des amis qui ont vu cette émission-là, qui m'ont félicité en disant que j'étais l'un des premiers à avoir fait du buzz ou avoir fait du bruit autour du Lac Bleu. Donc effectivement... Vous avez aussi à ce moment-là posté des images en fait. Tout à fait. J'ai posté des images que j'étais sur place, j'ai pris des photos. Ces photos-là, je les ai mises sur ma page Facebook, je les ai mises sur notre site internet. C'est ça en fait le but qu'on veut déployer. C'est-à-dire que si demain, monsieur Sir Makosso, vous allez à Brazzaville, vous allez à Kinkala, vous allez à, je sais pas moi, à Mosaka, et que vous prenez des photos, les gardez pas que pour vous. Montrez cette mettre à richesse disposition tout à fait. de tout le monde. Alors déjà, Guillaume Kouka, le Congo est un pays riche, vous l'avez dit, le Congo est riche de son pétrole et de sa... Est-ce que le tourisme peut apporter un plus au moment où, sans doute, on est en train de parler de diversification de l'économie? Quelle peut être la part du tourisme en fait dans cette diversification? C'est une excellente question en fait. Hein. Aujourd'hui on parle de diversification de l'économie congolaise. Je tiens à signaler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi j'étais déjà petit, on entendait un chanteur qui s'appelait Mangungu Clé, qui parlait déjà à l'époque, dans les années 80, de la diversification de l'économie congolaise. Aujourd'hui on en reparle parce qu'effectivement, après avoir connu une dizaine d'années de boom pétrolier, on a aujourd'hui du mal à boucler notre budget parce que le prix du baril de pétrole s'est effondré. Il y a plusieurs pistes en fait pour diversifier l'économie congolaise. On a essayé avec l'agriculture, ça fait 50 ans qu'on essaye, on n'y arrive pas. Bon, aujourd'hui on parle du numérique. Tout le monde parle du numérique, il y a des forums, il y a des... Sauf que sur place, il n'y a pas grand chose qui permette d'envisager une vraie économie numérique. Tout à fait. L'avantage du tourisme, c'est que c'est quelque chose qui est très facilement, entre guillemets, déployable. En tout cas, beaucoup plus facilement que, par exemple, le pétrole. Je donne un exemple. Pour mettre en service une plateforme comme Mobilondo, pour sortir le premier baril de pétrole, il faut investir, grosso modo, 10 milliards de dollars. D'accord ? Avec le tourisme, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une économie qui se déploie beaucoup plus facilement. Les investissements sont beaucoup moins importants que dans d'autres domaines. Le deuxième point, c'est que le tourisme est un secteur segmenté. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement un seul acteur. Vous avez, dans le tourisme, les acteurs des voyages, les compagnies aériennes qui emmènent des flux de touristes. Vous avez les hôteliers, vous avez les restaurateurs et vous avez les animateurs. Donc les agences de voyage, les agences de touristes, etc., etc. Donc dans un système, dans un écosystème, vous avez déjà plusieurs acteurs. Donc c'est beaucoup plus facile de mobiliser les investissements dans un secteur qui est segmenté que dans un secteur où vous n'avez que 2 ou 3 acteurs. Oui. Deuxième élément. Troisième élément, le tourisme est le seul produit d'exportation qui est consommé sur place. C'est-à-dire que vous vendez un produit à des étrangers, mais ce produit-là est consommé chez vous. Donc ça règle l'épineuse question de la valeur ajoutée que pose par exemple l'exploitation de matières premières comme le pétrole, où on produit le pétrole chez nous. On va le raffiner ailleurs. On va le raffiner ailleurs, on va le vendre ailleurs. Là, le produit que vous produisez, le touriste vient chez vous. Il
consomment le produit chez vous avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'économie. C'est-à-dire que tout le monde en profite. Le paysan, effectivement, qui voit passer le touriste et qui peut vendre un petit souvenir aux touristes, on profite aussi. Il n'y a pas qu'une seule catégorie qui en profite. Donc, il n'y a que des avantages, j'ai envie de dire. Il n'y a que des avantages aujourd'hui pour le Congo à s'intéresser à ce domaine-là. On n'y s'y est pas vraiment intéressé, donc c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, avec cette question de la diversification de l'économie, de faire du tourisme une priorité. Est-ce que vous avez besoin d'autres acteurs, en fait, pour vous accompagner, notamment des hommes et des femmes qui peuvent apporter une valeur ajoutée à ce projet-là? Tout à fait. Donc, effectivement, je profite de mon passage chez Ziana TV pour lancer un appel. Donc, cet appel, en fait, s'adresse à tous les acteurs, à tous les Congolais de la diaspora. Oui. Qui sont intéressés, un, par l'entrepreneuriat, deux, par le domaine touristique. Nous avons besoin de personnel, parce qu'on est en train de monter un certain nombre de dossiers. Donc, si vous êtes une Congolaise, donc, vous avez besoin de compétences, en fait. On a besoin de compétences, en fait, des gens qui ont des profils d'école de commerce, voilà, gestionnaire de projet, pour définir un business model, monter des plans qu'on appelle ça, des business plans, etc., etc. Donc, c'est de prendre contact avec nous. Oui. Moi, c'est Guillaume Pouka, comme vous l'avez dit. Donc, je suis. Ils vont trouver les coordonnées, en fait. Tout à fait. Donc, ne pas hésiter, effectivement, de prendre contact. Alors, si je comprends bien, c'est un projet collaboratif, en fait. Hein. C'est un projet qui reste ouvert aujourd'hui. C'est pour ça que vous l'ouvrez à toute la diaspora congolaise, même aux Congolais qui sont sur place, hein, sur le terrain, de pouvoir donner la part qui est la leur en termes de contribution, que ce soit professionnel. Tout à fait. Vous savez, moi, on commençait à travailler sur ce projet. Il y a des gens qui m'ont dit non, c'est un bon projet, il faut le garder pour toi, on va le copier, etc., etc. Mais moi, ma conviction, depuis que je travaille sur ce sujet-là, si les choses sont bien faites, je dis bien si les choses sont bien faites, le tourisme, c'est le pétrole de demain. C'est-à-dire que, parce que le pétrole n'est pas éternel. Hein. Ah, on sait déjà que d'ici 2050... Tout à fait, d'autant plus que les prix sont fluctuants. Oui. Demain, si les choses sont bien faites, la deuxième source, voire même la première source de recettes de l'État, ça va être le tourisme. Donc, faire venir 800 000 touristes par an au Congo, ça veut dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a des perspectives pour tout le monde. Je vous donne un exemple. On a beaucoup de Congolais, par exemple, de la diaspora qui construisent des hôtels à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Ils ne le construisent qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire. Alors qu'il y a des perspectives à l'intérieur du pays. On peut aller construire des hôtels à Gaboma, on peut aller construire des hôtels à Mosaka, on peut aller construire des hôtels à Goma-Tsetse, quand la paix va revenir. Donc, il y a du boulot, il y a des perspectives pour tout le monde. Donc, au lieu d'envoyer seulement les taxis, bon, c'est bien d'envoyer des taxis, hein, mais si on a envie de faire autre chose, vraiment, l'appel que nous lançons, c'est de se joindre à nous, de créer une dynamique, parce qu'une société civile ne peut pas être qu'une société politique. Les actions que mène la diaspora ne peuvent pas être que des actions politiques ou humanitaires. Il faut aussi qu'on soit capable de nous organiser économiquement pour peser sur les décisions qui sont prises par nos autorités. Voilà, mesdames, messieurs, Ziana Bet cette week, c'est terminé. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.